Alors, je suis Cédric Huette, je suis fondateur de Ferti. Ferti s'est monté en 2001 et ça fait donc, on va fêter nos 20 ans dans le milieu ludique cette année à partir du mois de décembre. En fait, on n'a pas de ligne éditoriale à proprement dit. On a commencé avec un jeu qui s'appelle le Pastrap avec succès, qui est toujours l'un de nos plus gros succès. Donc effectivement, c'est un jeu en bois. On a rapidement continué avec des jeux en bois. Un jeu comme Pitchcar, des jeux de réflexion comme Diam ou Siam. Et puis petit à petit, on en est venu. Il y a eu Tumbling Dice par la suite en 2008. Et puis petit à petit, on en est venu à des jeux de cartes, à des jeux de plateau. L'un des premiers jeux de plateau, c'est Taluva, qui est toujours en rayon aujourd'hui avec succès. Et puis des jeux de cartes comme Déclic, Complot, qui a un gros succès, Yokai no Mori, et puis ça a continué par la suite. En 2001, quand je crée Ferti, en 2001, je sais que je veux créer une société de jeux, parce que moi, je suis un spécialiste de jeux de dames au départ. Et je faisais des tournois dans les salons internationaux comme Partenay ou qui est le Flip. Hein. Je ne sais pas si ça s'appelait Flip à l'époque, mais salon des jeux de Partenay. Et puis, il y avait, parce que là, je te parle d'un temps que les 20 ans ne connaissent pas, mais c'était les années 80, fin des années 80, début des années 90. Je faisais les tournois de Festival de Cannes aussi en tant que joueur de jeux de dames. Et puis en 96-97, le Pastrap, l'auteur du Pastrap avait imaginé son jeu en 93-94. Et puis il commençait à y avoir des Pastrap qui ne s'appelaient pas le Pastrap à l'époque, qui s'appelait la table élastique. Et je me rappelle en 96-97, la même année, au Festival des Jeux de Cannes, je vois le Pastrap, qui se nommait pas le Pastrap, mais l'auteur donc avait fabriqué des jeux et ces jeux étaient dans les salons. Et je l'ai vu au Festival de Cannes, je l'ai vu à Partenay, j'ai vu des gens qui se marraient, qui rigolaient autour de la table, donc ça c'était... je me suis dit là, ce jeu-là amène un côté chez les joueurs hilar, les spectateurs prennent presque plus de plaisir que les joueurs. Je me suis dit, si je pouvais un jour vivre du jeu de société, c'est avec un jeu comme ça avec lequel je voudrais commencer, parce que si ça ne marche pas financièrement, au moins quand tu te déplaces sur les salons, tu t'éclates avec les gens. Et donc en 2001, j'ai réussi à trouver l'auteur de jeu, qui n'était pas si simple que ça à l'époque, parce que Internet, c'était pas comme maintenant où on trouve facilement toutes les informations. Je finis par le trouver, j'arrive à le convaincre, alors que j'étais rien. J'arrive à le convaincre que je veux monter une société de jeux et vendre son jeu partout dans le monde. Il me fait confiance, mais pour signer un contrat d'auteur, il faut absolument que j'ai une société. Et un nom de jeu de société. Et je voulais absolument signer ça en 2001, et là on se retrouve, je crois qu'on est en septembre ou octobre, et je me suis dit, j'ai le temps, de toute façon, il faut que je signe au mois de novembre. On s'était mis d'accord pour voir au mois de novembre, mais moi, bêtement, je pensais que le nom allait être facile, mais tous les noms étaient déposés. Tous les noms que je voulais, qui étaient en rapport avec le jeu, ou quelque chose qui me plaisait, tout était déposé à l'INPI, j'arrivais pas à trouver. Et il me restait, je me rappelle, c'était au mois de décembre, il me restait plus 24 heures pour déposer les statuts et avoir rendez-vous avec l'auteur. Et ma femme était dans un train de retour chez nous. Et là, je l'appelle et je lui donne un défi. Je lui dis, écoute, tu arrives dans 2 heures, tu as 2 heures pour me trouver un nom qui ne veut rien dire. Parce que tout ce qui voulait dire quelque chose, tout était déposé. Donc, qui ne veut rien dire, qui est 2 syllabes ou 3 syllabes maximum, et qui, à l'oreille, soit agréable. Voilà. Et je l'ai rappelé 2 heures plus tard, elle m'a donné une liste de 5 noms, il y avait Ferti dedans, j'ai dit écoute Ferti c'est super, il y a un côté un peu fertilité, c'est quelque chose de bien, donc j'ai dit allez on y va. Voilà. Et donc du coup on a signé en 2001 avec l'auteur le Pastrap, d'où le fait que cette année on ait 20 ans. On est éditeur et distributeur, on s'est toujours limité à faire 2-3 jeux par an. Il y a eu une période vers 2013-2014, on a eu tendance à en faire plus parce que le marché du jeu a explosé et qu'on a eu l'impression qu'il y a eu plus de demandes. Effectivement, il y a eu beaucoup de demandes. Mais l'univers du jeu a été tellement inondé par des nouveautés qu'il n'y a plus la place dans les boutiques ne peuvent pas pousser les murs. Donc il y a eu une limite. Et donc nous, on s'est dit, on va en sortir très peu. On va essayer de les travailler du mieux possible. Et on a décidé de ne sortir que des jeux pour lesquels on avait un vrai coup de cœur. En clair, avant, quand on sortait un jeu, on le notait, l'équipe notait, ou je voyais les gens autour de moi, je jouais avec eux, je leur demandais une note sur 20. À partir de 15 sur 20, on commençait à prêter attention, savoir si on allait l'éditer ou pas. À 16-17, on l'éditait, à 18-19-20, on ne se posait même pas de questions. Il y a
depuis 2018, je me suis dit qu'on ne ferait plus de jeu si moi, à titre personnel déjà, si c'est pas un 19 ou 20 sur 20, à titre perso. Donc en clair, pour l'instant, on n'a pas trouvé d'autres choses dans l'avenir. Ça va certainement venir, donc pour l'instant, on n'a pas de nouveautés. Et on préfère en sortir très peu et les travailler du mieux possible, plutôt que de sortir une quantité et de ne pas les suivre ou de ne pas être tout à fait satisfait. Alors Timeland est un jeu de coopération à communication limitée, ce qui m'a beaucoup plu dans le jeu. Les joueurs vont être limités dans leur communication et l'objectif du jeu, c'est d'aller dans des temples sur l'île de Taluva et d'aller couvrir des trésors et des tablettes. Donc les joueurs en coopération vont trouver les meilleures stratégies pour pénétrer dans les temples et aller découvrir les objectifs tout en faisant attention aux dangers qui font partie du temple. La moitié des tuiles sont des tuiles dangers qui vous font perdre des tours pendant la partie. Les joueurs vont démarrer avec un certain nombre de tours en fonction du nombre de joueurs et l'objectif c'est d'atteindre ces conditions de victoire avant d'avoir épuisé ces tours disponibles en début de partie. C'est un jeu qui est assez stratégique et tactique. Les joueurs vont devoir être malins pour déjouer les dangers du temple. Et à disposition, les joueurs vont avoir des tuiles aventuriers qui vous permettent soit d'avoir des capacités spéciales, soit des tuiles qui vous permettent de vous protéger des dangers qui sont dans le temple. Et Timeland est un jeu qui c'est pas si simple que ça de gagner. C'est pour ça qu'avec l'auteur, on a décidé de faire des niveaux de difficulté différents. Vous allez avoir un nombre de tours différents en fonction de votre niveau de jeu. Vous allez avoir des objectifs de victoire différents en fonction de votre niveau de jeu également. Si vous êtes expert, il va falloir que vous trouviez tous les trésors du temple. Si vous êtes de niveau débutant, vous allez avoir des tours supplémentaires, vous allez avoir des tuiles compliquées qu'on va enlever du temple pour les remplacer par des tuiles faciles. Et puis ça va être un jeu également évolutif qui va avoir une histoire tous les mois, parce que l'auteur a une super idée, il va sortir un carnet d'aventure tous les mois, avec soit des défis particuliers, soit de nouveaux temples. Parce que ce jeu est amené à pouvoir amener d'autres choses dans l'avenir. Mais là, tous les mois, il va sortir son carnet d'aventure. Donc on va soit retirer des tuiles, soit rajouter des pouvoirs sur certaines tuiles, soit avoir des objectifs d'autres. Je ne peux pas trop vous en dire parce qu'il veut garder le secret pour l'instant. L'auteur de jeu, qui est Quentin Laméran, qui est un Belge très actif sur les réseaux sociaux, c'est son premier jeu. Il nous a présenté un jeu de coopération, ça fait longtemps qu'on en cherchait un. Il y a quelque chose qui m'a titillé dans la présentation de son jeu, c'est que c'est un jeu à communication limitée. C'est-à-dire que pendant le jeu, on va avoir des talkie-walkie pour pouvoir parler à ses partenaires. Et on ne peut parler qu'à partir du moment où on active un talkie-walkie. Et une fois qu'il est activé, on ne peut plus le réactiver, sauf avec une action spécifique pendant la partie. Donc déjà, ça m'a intrigué. Et le thème du jeu, en fait, se rapprochait beaucoup de Taluva parce qu'il va falloir qu'on pénètre dans des temples pour découvrir des trésors et des richesses. Et dans Taluva, il y a des temples. Voilà, il y a 5 temples. Et donc dans le jeu Timeland, on va découvrir 5 temples différents pour aller en coopération, pénétrer dans le temple pour aller chercher ce que les joueurs vont avoir besoin de trouver en fonction des conditions de victoire. Et donc on a fait une boîte et un visuel qui est en rapport avec Taluva, et l'histoire c'est que Taluva est maintenant inhabité. Les joueurs arrivent sur l'île, les 5 temples sont toujours présents, et c'est à vous maintenant d'aller, en tant qu'aventurier, aller découvrir les différents trésors de chaque temple. Rapidement, quand on a développé le jeu, parce qu'en fait on a développé le jeu avec Quentin pendant plus d'1 an, les règles ont été modifiées par rapport au début. Bon, la base qui était très saine et reste la même aujourd'hui. Mais rapidement, on a vu qu'il y avait une similitude entre les deux, d'où le fait qu'on ait fait appel à un illustrateur, Méroche, qui est talentueux, qui nous a fait des visuels en rapport avec l'île de Taluva. Et là, on s'est dit qu'on allait faire une connexion entre les deux jeux. On a demandé évidemment l'accord de l'auteur de Taluva pour pouvoir faire une synergie, faire une communication commune sur les deux jeux. Et moi ça me convenait bien. Taluva, les joueurs jouent tous les uns contre les autres, hormis une variante où les joueurs peuvent jouer à 2 contre 2, qui est une super variante de jeu. Mais là, le fait qu'on joue en coopération, c'est sympa aussi. C'est-à-dire qu'on arrive quelques années plus tard sur une île qui est inhabitée, abandonnée. Et puis l'idée d'un jeu de coopération, ça faisait longtemps que je voulais en faire un. Et là, je suis très content des résultats. En fait, l'idée de jeu de coopération, moi j'adore les jeux d'affrontement. J'adore les jeux où
les joueurs vont, il y aura quelqu'un qui va gagner, il y aura un perdant, un gagnant. Mais le fait de jouer de temps en temps, on va dire une fois sur deux, une fois sur trois, une fois sur quatre, un jeu de coopération, je trouve ça très chouette parce que les joueurs, en tant que jeu de société, il y a société et on n'est pas obligé de toujours s'affronter pour être ensemble. Et ça faisait très longtemps que je cherchais un jeu de coopération. Le défaut que je retrouvais souvent dans les jeux de coopération, c'est qu'il y a toujours la même personne qui parle et qui prend la décision pour tous les autres. C'est ce qui me dérange le plus dans les jeux de coopération en général. Et puis après, il y a eu beaucoup de jeux de coopération qui sont sortis où la victoire est trop facile, où la victoire est trop difficile. Et là, on a, avec Timeland, le fait que la communication soit limitée, il ne peut pas y avoir une sorte de maître du jeu qui va diriger tous les joueurs pour tout le reste de la partie. Parce qu'une fois que vous avez activé votre talkie-walkie et que vous avez parlé, vous ne pouvez plus parler pendant la partie. Sauf à réactiver avec une tuile spéciale votre talkie-walkie, mais en général, les joueurs vont parler 20% du temps de la partie. Et quand ils vont parler, il va falloir qu'ils parlent à bon escient pour pouvoir gagner. Donc ça m'a beaucoup plu. Et puis le jeu n'est pas si simple que ça à gagner. Il y a des niveaux de difficulté différents en fonction des objectifs de victoire. Il y a une variabilité du jeu puisqu'en fait il y a 5 temples différents à les découvrir. Et chaque temple a sa difficulté propre. Et donc toute cette variété de possibilités de jeu, une communication limitée, un jeu qui n'est pas compliqué mais pas simple non plus, mais qui peut devenir compliqué si on va aller chercher des conditions de victoire spécifiques pour experts, tous ces ingrédients font que j'ai été... moi j'ai signé en 24 heures le jeu de Quentin, ça a été quasiment immédiat, j'ai trouvé ça super, dans les 24 heures j'ai fait une dizaine de parties. Et oui, on a signé extrêmement vite. Et puis après, on a mis beaucoup de temps pour développer, pour le peaufiner, pour que il y ait une part un tout petit peu il y a une grosse part de maîtrise dans le jeu, mais une part aussi d'aléatoire qui permet d'avoir des bouleversements à travers le jeu. Donc ça m'a beaucoup plu. C'est important la probabilité. En fait, au départ, il y avait 18 tuiles comme ça. Non, même tout au départ, que je ne dise pas de bêtises, il y avait 24 tuiles. Il y avait 24 tuiles comme ça. On est passé à 18 puis à 22 parce qu'il faut trouver la bonne probabilité de bonnes tuiles qui reviennent, de mauvaises tuiles qui reviennent et de tuiles qui sont très moyennes en fait. Et comme le jeu devenait un moment un peu trop calculatoire, un peu trop mécanique, il a fallu mettre un côté un peu fun, surprise. Et la tuile destinée qui te permet de retourner une tuile, parce que tu n'as pas le choix pendant la partie, ça te permet d'éviter le côté tout le temps mécanique du jeu et d'avoir un moment, il se passe quelque chose, comme dans la vie. Je sais pas, demain je rentre dans un temple que je ne connais pas, je peux tout d'un coup avoir un insecte qui m'arrive dessus, une pierre qui s'écroule, tu vois, un côté aléatoire qui amène du fun. Et tu peux essayer de maîtriser le jeu pour éviter justement que ce soit négatif pour toi. Là où on peut essayer de donner un peu plus de facilité aux joueurs, c'est qu'au départ tu démarres avec un certain nombre de tours en fonction du nombre de joueurs, mais tu peux décider en tant que débutant de démarrer avec plus de tours. Parce que les joueurs vont gagner si ils ont atteint leurs objectifs avant que le petit meeple sur le compte tour arrive à 0, ou les joueurs ont perdu si le meeple arrive, si le nombre de tours est insuffisant, si on tombe à 0. Et donc en tant que débutant, tu peux très bien décider d'augmenter le nombre de tours pour démarrer. Et à ce moment-là, tu peux te permettre de faire des bêtises au cours de ta partie, puisqu'en fait, à chaque tour perdu, tu seras encore loin de la défaite. Donc tu peux, pendant le jeu, si tu veux, peut se rééquilibrer au niveau de la difficulté en fonction du nombre de tours. Non seulement par rapport à la forme du temple, par rapport aux objectifs qu'il a trouvés, mais aussi par rapport au nombre de tours de départ. C'est pour ça qu'on dit sur les règles débutants, si vous arrivez à 0, gagnez 5 tours supplémentaires pour continuer la partie. Voilà, ce qui permet aux joueurs de pouvoir continuer. On a eu un contact très fort avec l'auteur de jeu qui m'a rappelé des souvenirs d'il y a longtemps chez Ferty, avec un jeu qui s'appelle Déclic, avec lequel on a eu un gros succès. Une vidéo qui nous a été envoyée par l'auteur en mois d'août. Pareil avec Timeland. On répond en 24 heures. En face, on a un auteur qui fait son premier jeu, qui est très fort. Quentin est super dynamique et nous on serait évidemment super contents si ce jeu se vendait très bien et qu'il avait un succès.